Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir aussi pour cette soirée estampillée ADN Anjou. Le programme de la soirée, Mickaël va nous faire un retour sur un projet de charte de télétravail au sein d'Azartis. Et puis, Mickaël, je te laisserai tranquillement te présenter. Le prolongement avec Richard, qui lui nous donnera des conseils et des bonnes pratiques autour de cette problématique de la sécurité. Et puis Jean-Pierre qui va pouvoir nous faire bénéficier d'un retour d'expérience côté PCM et surtout d'une enquête de, on va dire, j'allais dire satisfaction, mais en tout cas une enquête interne qui permet de relayer les retours du télétravail. En termes de format, tu l'as déjà dit, Pauline, donc les questions-réponses avec le module dédié. On imagine à peu près pour chaque intervention une vingtaine de minutes d'échange. Une fois que Michael aura eu ce premier tour, eh bien, je relayerai moi au fur et à mesure les questions. Michael, je te les poserai en direct et on verra si on arrive à tenir dans les 10 minutes. Je vais essayer d'être le gardien du temps pour cette soirée. Allez, bon webinaire à tous et à tout de suite. À toi, Michael. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc, je suis Mickaël Ballet, je suis en charge du pôle numérique du cabinet Azartis à Angers. Et je suis ravi de vous faire part de de présenter le fruit de notre réflexion qu'on a eue cet été. Donc, on a mis en place une charte télétravail qui va vraiment rentrer en application en début d'année prochaine. Et suite au confinement, donc voilà, je vous propose de partager notre expérience et peut-être que vous en tirez quelques bonnes idées. Alors pour remettre les choses un peu dans leur contexte, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça, je vais vous présenter un petit peu Azartis. Alors c'est pas de la promo, mais c'est pour bien comprendre quelles étaient nos contraintes et nos enjeux. Donc Azartis, on est un cabinet de conseil dont le siège est installé à Angers depuis une quarantaine d'années. Voilà, notre conseil d'administration est composé de nos clients artisans, commerçants, TPE du Maine-et-Loire, et on a aussi une grosse activité avec des professions libérales, notamment des professionnels de la santé. Donc on est 140 collaborateurs répartis sur 10 sites en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique, et on a un portefeuille de 5000 clients, dont 2000 clients de proximité, donc des chefs d'entreprise qui sont installés dans le Maine-et-Loire ou en Loire-Atlantique ou dans les départements limitrophes, et 3000 clients, donc les professions libérales, qui sont plus des clients nationaux sur toute la France et dans les DOM-TOM. Donc voilà, pour certains, on travaille déjà à distance avec eux, et pour d'autres, au contraire, on a plutôt un accompagnement de proximité et une relation voilà, plus en présentiel. Donc notre métier à Azartis, hein, donc nous on fait du conseil. Alors on conseille les dirigeants, les responsables d'entreprise, donc sur leur stratégie, leur fiscalité, le juridique, l'expertise comptable évidemment. C'est souvent par là que nos clients viennent nous voir en premier lieu. Et donc voilà, le social, transmission d'entreprise. Voilà, on a vraiment plusieurs services spécialisés que l'on propose à nos clients en fonction de leur contexte à eux et voilà, de leurs besoins du moment. Concernant nos contraintes, nous, on a sur ce sujet télétravail, on avait peu de contraintes techniques parce que depuis longtemps, on a ce qu'on appelle une infrastructure centralisée. Donc, on travaille sous Citrix. 100% de nos collaborateurs travaillent sous Citrix. Très peu ont des applications installées en local. Donc, la raison à cela, c'est que notre métier est lié à les changements de réglementation, de législation qui sont très très fréquents, notamment sur le social, la compta et le juridique. Et le fait de centraliser notre infrastructure, ça nous facilite en fait la mise à jour de nos logiciels métiers. Et comme ça, chaque utilisateur, lorsqu'il se connecte le matin, en fait, a un système qui est à jour et n'a pas besoin de passer par des mises à jour en local sur son poste pour pouvoir travailler. Alors c'est un petit peu technique, mais en fait, dans ce contexte de télétravail, c'est très pratique parce que avec cette infrastructure centralisée, ben, on peut travailler de n'importe où. Et avant même les deux confinements que l'on a subis, en fait, on avait déjà des collaborateurs qui pouvaient travailler soit chez des clients directement, soit depuis leur domicile, ou soit dans l'une des agences que l'on a, ou voire même chez des partenaires banquiers, assureurs, etc. Donc, on avait déjà ces habitudes un petit peu de nomadisme liées à cette infrastructure centralisée. Donc, on a une téléphonie sur IP qui nous permet aussi très facilement de transporter son téléphone fixe un peu partout, hein, à la maison, dans nos agences, et puis également via une application mobile sur donc nos téléphones portables.
Donc pour le client, c'est complètement transparent. Il compose le même numéro, la même ligne directe, et même si on est en voiture, on peut lui répondre. Et de base, on avait déjà depuis longtemps engagé tout un processus de dématérialisation et de numérisation des documents. Même si on a encore des clients qui nous amènent des boîtes à chaussures avec beaucoup de documents papier, systématiquement maintenant, en fait, on numérise ces documents-là et on travaille à partir des documents qui sont numérisés. Donc nos collaborateurs avaient déjà cette culture et donc pour eux, c'était assez facile de s'y mettre. Et beaucoup de nos collaborateurs naviguent entre les différentes agences et chacun a un bureau à une place attitrée dans une des agences, mais il y a des bureaux qui sont disponibles en kiosque un peu partout, donc on a déjà l'habitude de bouger pas mal. La particularité chez nous, hein, donc on est une entreprise de conseil, on a un travail intellectuel, on n'a pas un travail manuel. Donc notre outil de production, on n'a pas de machine, c'est notre système d'information. Donc tout est basé là-dessus. Quand on investit, c'est dans nos locaux, dans nos véhicules et dans nos logiciels et nos systèmes, notre infrastructure. Donc voilà pour le décor un petit peu. Ce que l'on constate chez nous, c'est que allez, on va dire 80% de notre activité, c'est du back-office. Ça veut dire qu'on va travailler un peu dans l'ombre pour préparer les dossiers en vue de prodiguer du conseil à nos clients. Et ces 80% de notre activité qu'on fait en back-office peut être télétravaillée de manière très facile. En revanche, le conseil, c'est beaucoup plus compliqué de faire du conseil à distance. Alors, on le fait quand on est confiné. On a évidemment sorti les webcams et on fait énormément de visio. Nos conseillers font beaucoup de visio, mais clairement, on sent que l'impact est beaucoup et l'efficacité est quand même nettement diminuée en fait à distance. On a besoin, nos clients nous réclament de la proximité et des contacts en présentiel. Même lors du premier confinement où on a fermé l'ensemble de nos locaux, on ne pouvait plus accueillir du public comme beaucoup d'entreprises, nos clients nous l'ont reproché et nous reprochaient de ne pas avoir justement ce contact lorsqu'ils venaient déposer leurs documents. Voilà, donc c'est quelque chose auquel ils sont très attachés et ça fait partie de l'équation de départ, hein. C'est voilà, il faut absolument qu'on garde cette proximité et ce contact avec nos clients, c'est une demande de leur part. Donc, on avait déjà du télétravail qui se faisait, mais de manière un petit peu anarchique. On avait des collaborateurs qui, de temps en temps, faisaient du télétravail. C'était tout à fait toléré. Ça faisait partie des pratiques. C'était plutôt des conseillers ou des cadres qui, en fin de journée, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, bah, finissaient leur journée chez eux. Ou alors des conseillers qui, lorsqu'ils devaient travailler sur un sujet assez compliqué où il y avait besoin de se concentrer, ben, en fait, allaient s'isoler chez eux et coupaient un peu les téléphones et voilà, pouvaient travailler quelques heures pour avancer sur des dossiers sensibles. Donc, c'est déjà des pratiques que l'on avait et qui étaient faites de manière très sécure d'un point de vue informatique. En fait, ça ne posait pas de soucis. Et donc, chez nous, c'est facile à mettre en œuvre. Malgré tout, c'était sur des collaborateurs un peu particuliers et tout le monde n'y avait pas accès parce qu'à l'époque, on pensait que c'était pas nécessaire, judicieux. Et d'ailleurs, on avait peu de collaborateurs, notamment au back-office, qui nous demandaient à télétravailler. On avait vraiment peu de demandes. Ça arrivait quelquefois lorsque on avait un collaborateur qui se cassait une jambe, par exemple. Il dit, ben moi, voilà, je vais être en arrêt peut-être pendant 2 mois. Je ne peux plus bouger, mais par contre, je peux toujours réfléchir et faire ce travail intellectuel. Et donc, il arrivait dans ces cas-là qu'on lui propose du télétravail plutôt qu'un arrêt. Alors, évidemment, si son médecin lui imposait un arrêt, évidemment, il posait son arrêt. Mais s'il avait la possibilité de continuer à avancer sur ces dossiers, bah, ça arrangeait un peu tout le monde parce que nos clients aussi, ça permettait de ne pas couper le conseil qu'on apportait à nos clients. On n'a pas toujours quelqu'un pour remplacer comme ça une personne qui est absente au pied levé. Donc on le faisait de temps en temps, et puis dans certaines situations, pour des collaborateurs qui devaient aussi rester proches voilà, d'enfants, par exemple, qu'ils gardaient à la maison pour des questions de santé, par exemple, et bien dans ce cas-là, on mettait en place du télétravail. Mais c'était pas pour une question de confort, c'était plus par obligation. On n'avait pas le choix dans ces cas-là, et évidemment, on jouait le jeu également. Et c'est quelque chose qu'on savait faire très bien. Donc là, l'idée en fait de cette charte télétravail, c'est de dire
lors de ce premier confinement, notamment, on a surtout en fait validé le fait que c'était très simple à mettre en place. Chez nous, en 3 jours, on a su mettre toutes nos équipes en télétravail. Bon, un peu à l'arrache, hein, on a sorti des vieux postes de placard, on a essuyé les plâtres un peu pendant une semaine. Tout le monde s'est mis au télétravail en 3 jours, mais on a continué à faire de l'assistance pour que tout le monde travaille de manière confortable à peu près sur une semaine ou deux. Et donc, on s'est dit, essayons de rebondir un peu et de donner une suite à ce télétravail imposé pour pouvoir le proposer à nos collaborateurs. Et là, c'est plus dans une logique où c'est un peu gagnant-gagnant parce que peut-être que certains collaborateurs se sont dit, finalement, je ne croyais pas que c'était possible et puis j'y arrive et je trouve ça bien. Et pour d'autres, ils se sont dit aussi, ça me permet de récupérer mes enfants un peu plus tôt, ça me permet, pourquoi pas, de recevoir des colis à la maison, de pouvoir les emmener le mercredi en début d'après-midi à l'entraînement de foot ou je sais pas quoi, voilà, et de pouvoir s'organiser et de un peu plus lier l'activité privée et l'activité professionnelle. Et on s'est dit que tout le monde était intéressé et même les collaborateurs qu'on le recrute, on considère que ça peut être un argument aussi, on a aussi des difficultés de recrutement, et ça peut être un argument différenciant, le fait de dire chez nous on le propose et c'est accessible sous certaines conditions, de manière cadrée, mais c'est possible de télétravailler. Alors on a dit OK pour ça, mais on va quand même poser certaines règles et définir un cadre. Et notamment, on veut maintenir un accueil physique des clients, s'inscrire dans un cadre légal. On voulait aussi faciliter la prise de décision. Tu allais un peu vite, Pauline. Si tu retournes un petit tour en arrière. Faciliter la prise de décision des managers parce que on s'était rendu compte que certains managers en fait accordaient le télétravail de manière assez simple avant, ça ne posait aucun problème, et pour d'autres c'était plus compliqué parce que les collaborateurs sont pas là, en fait, certains managers considéraient qu'ils travaillaient pas, ce qui est absolument faux. Donc il a fallu aussi accompagner les managers et les rassurer et leur faciliter la prise de décision. Voilà, donc ils n'étaient pas tous au même niveau de perception sur ces sujets-là. On voulait absolument préserver aussi la cohésion des équipes. Pour nous, c'est super important parce que nous, un dossier client, c'est avant tout une équipe derrière ce dossier-là. Et on est équipé de CRM, de tout un tas de logiciels où on stocke des informations. Tout ça, c'est formidable, mais ça remplace pas les petits points journaliers que l'on fait, les choses, les infos qu'on se passe dans le couloir ou quand on se croise. On a toujours quelque chose à dire sur des dossiers. Il y a toujours des petites urgences, des petits événements, en fait. Et on voulait absolument préserver ça au moins à certains moments clés dans la semaine. Évidemment, on voulait aussi éviter l'isolement des collaborateurs. On s'est rendu compte lors des premiers confinements que pour certains collaborateurs, le télétravail, c'était super, c'était génial. Pour d'autres, certains ont pas d'enfants ou plus d'enfants à la maison, vivent seuls et c'est compliqué. Voilà, il faut rester motivé et il faut pas s'isoler. Il faut continuer à avoir un peu de lien social et notamment au travail. Et évidemment, pas question de rogner sur la performance et sur l'efficacité. Mais là aussi, il y a des bonnes nouvelles parce qu'on se rend compte qu'on peut télétravailler et être aussi efficace, voire même plus dans certains cas. Quand on a besoin de se concentrer notamment, on se rend compte qu'en télétravail, c'est top, c'est vraiment génial. Et surtout, un truc où on était vraiment très attaché, c'était de répondre de manière équitable. C'est-à-dire que c'est pas que les cadres, c'est pas que l'équipe dirigeante, c'est vraiment ou que les conseillers, c'est vraiment chaque collaborateur peut prétendre au télétravail et on voulait pouvoir le proposer à tout le monde. Donc, on a créé un groupe de travail piloté par la direction des ressources humaines, évidemment. Dans ce groupe de travail, il y avait 6 personnes avec des représentants de chaque collège, salariés, cadres et dirigeants, membres du CODIR. Et c'est le but en fait de ce groupe de travail-là, c'était d'écrire une charte, d'essayer d'identifier en fait tous les aspects de télétravail et de proposer cette charte-là au CODIR, puis au CSE en vue de la valider. Donc ce travail a eu lieu cet été, en juillet-août.
Ça a été validé ensuite à la rentrée par le CODIR qui a répondu à certaines questions qui étaient restées ouvertes en suspens par le groupe de travail, qui n'ont pas pu être tranchées par le groupe de travail. Donc ça a été tranché par le CODIR, présenté après et validé en CSE, et puis ensuite présenté à l'ensemble des équipes aux managers, et les managers ont ensuite redescendu les infos aux équipes, et après on a un système, un intranet où on a poussé de l'information aussi pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Donc voilà sur comment ça s'est passé. Donc notre charte, en fait, on a proposé 2 formules. Donc le groupe de travail a proposé 2 formules. La première, c'est ce qu'on appelle nous le pass 12 jours. Donc les collaborateurs auront le choix entre ces 2 formules. C'est l'une ou l'autre, c'est pas les deux. Donc le pass 12 jours, c'est un crédit de 12 jours de télétravail par an. Donc en plus des RTT, des congés payés, etc. C'est vraiment 12 jours de télétravail. Où on peut cumuler maximum 2 jours par mois. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre le mois de décembre pour dire je pose 12 jours de télétravail en décembre. Dans ce cas-là, on viderait nos locaux au mois de décembre et tout le monde poserait des jours de télétravail en décembre. Donc on voulait éviter ce phénomène. Donc en fait, on a dit il y a une jauge et c'est maximum 2 jours par mois de télétravail. Donc, on peut très bien ne pas en prendre un mois, puis en prendre 2 le mois suivant, etc. Et le collaborateur a 2 jours pour prévenir son manager qu'il va télétravailler soit par demi-journée, soit par journée dans les 48 heures. Évidemment, le manager valide quand même que c'est possible avec l'organisation du service, avec les autres collaborateurs. Il ne faut pas que tout le monde soit en télétravail en même temps. Mais voilà, au manager, donc c'est là la responsabilité, elle revient au manager et c'est à lui d'accorder ou pas aux collaborateurs, mais sans formalisme. Il faudra juste qu'il trace en fait et qu'il comptabilise dans un fichier Excel tout simplement les jours qui sont pris par les collabs. Mais le manager est complètement autonome. C'est ce qu'on appelle un peu le télétravail occasionnel. En gros, mon chauffe-eau est tombé en panne. Je sais que j'ai un plombier qui va venir remplacer mon chauffe-eau. J'ai besoin de télétravailler telle demi-journée chez moi pour pouvoir être présent, lui ouvrir la porte, mais ça ne m'empêche pas de bosser. Et bien dans ce cas-là, je demande à poser une demi-journée de télétravail et qui me sera accordée normalement par mon manager. L'autre formule, c'est l'avenant au contrat de travail. Donc là, c'est plus pour du télétravail récurrent, planifié. Et dans ce cas-là, en fait, on passe par un avenant parce que il y a des règles un peu plus strictes entre guillemets. Il faut qu'il y ait un accord dans ce cas-là par la DRH, le manager et les collaborateurs. Et le but aussi, c'est de dire si certains managers sont un peu frileux au télétravail, et bien dans ce cas-là, le collaborateur demande à la DRH à dire moi, je veux bénéficier d'un avenant à mon contrat de travail et c'est plus le manager uniquement qui a la main, mais y compris la DRH qui va dire oui, ce collaborateur est éligible et sa demande est tout à fait légitime. Et du coup, il y a une discussion tripartie, un accord tripartie en fait pour accorder le télétravail. Et là, c'est dans une logique d'équité où vraiment chacun, et ça ne dépend pas du manager, mais chacun peut demander à accéder au télétravail. Là, en revanche, les jours sont fixes dans la semaine, c'est-à-dire que c'est convenu. Le collaborateur peut dire, moi, je veux télétravailler tous les vendredis, par exemple, de chaque semaine. Et donc, on inscrit ça dans cet avenant au contrat de travail. Ce sera tous les vendredis de chaque semaine. Pour certains, ça peut être un jeudi par mois, voilà, le premier jeudi de chaque mois. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, une semaine un jour, la semaine d'après 2 jours. Enfin voilà, c'est vraiment à la carte. Par contre, on exige que ce soit au maximum 2 jours par semaine. Alors, on dit c'est 2 jours de télétravail maximal par semaine parce qu'en plus de cela, il pourrait y avoir des RTT, il pourrait aussi y avoir des congés payés, il y a des jours fériés, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire il faut au maximum, au minimum plutôt, que le collaborateur soit présent 3 jours sur site par semaine. Donc, au maximum, il aura 2 jours de télétravail. C'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est le télétravail ne doit pas empêcher d'avoir au minimum 3 jours de présence sur site par semaine pour pouvoir échanger sur les dossiers de vive voix, faire des réunions internes, des formations, etc. Et aussi une question d'équité, on a dit cet avenant-là, il sera rediscuté tous les ans. En gros, tous les ans, on rebat les cartes parce qu'il peut y avoir des nouveaux collaborateurs
dans un service où il y a 5 personnes. Peut-être qu'une année, on va dire, bah voilà, en 2021, c'est facile, il y a Christine et François qui vont télétravailler le lundi et puis le vendredi. Les autres sont pas intéressés, très bien, on part là-dessus. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver et qui va dire, bah moi aussi, je suis intéressé pour télétravailler le vendredi. Et dans ce cas-là, on rebat les cartes tous les ans et tous les ans, c'est rediscuté pour que ce soit équitable. C'est-à-dire que si on va accorder à quelqu'un le vendredi une année, bah peut-être que l'année d'après, on va l'accorder à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait un certain roulement et qu'il y ait une équité. Et donc voilà, pour que voilà, ça corresponde à tout le monde et qu'on ne privilégie pas l'ancienneté, par exemple, voilà, et que c'est pas le premier arrivé qui est servi en premier, mais que chacun ait sa chance. Voilà pour ça, sachant que pour nous, c'est le télétravail, on considère que c'est pour convenance personnelle et que c'est quelque chose que l'on propose aux salariés, mais il n'y a pas d'obligation, on ne va pas inciter forcément au télétravail. Par contre, s'ils le souhaitent, il y a accès. Alors, il y a les deux formules, et puis après, il y a un dispositif avec des règles communes. Entre les deux. Donc, pour être éligible au télétravail, il faut quand même être en CDI, avoir 6 mois d'ancienneté. Notamment dans nos métiers, on considère qu'un collaborateur, la période d'intégration est de 6 mois et que les collaborateurs un peu jeunes, un peu neufs chez nous, c'est compliqué de télétravailler parce qu'il ne sera pas suffisamment autonome. Ça, c'est la première règle. Il y a une question qui a été posée et le groupe de travail n'y avait pas répondu, c'est le comité de direction qui a répondu. C'est est-ce qu'on télétravaille le mercredi et pendant les vacances scolaires? En gros, est-ce que on estime que les collaborateurs joueront le jeu et que s'ils télétravaillent le mercredi, c'est pas pour garder leurs enfants, y compris pendant les vacances scolaires? Le CODIR a dit on fait confiance à nos collaborateurs, donc c'est oui, on peut télétravailler pendant les vacances scolaires. Et dans ce cas-là, la question qui est venue derrière, mais quid des collaborateurs qui ont posé un 80%, enfin qui travaillent à 80%, qui ont posé leur mercredi en jour non travaillé. Et dans ce cas-là, on ne change pas la règle. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours télétravailler, mais ce ne sera pas le mercredi. Et notamment, il n'est pas question de dire je passe à 100% et je télétravaille le mercredi parce que j'ai mes enfants à la maison. Ça, on n'accepte pas parce qu'on considère que si on télétravaille, c'est qu'on est en capacité de travailler. Donc, il ne faut pas avoir les enfants dans les pattes, entre guillemets. Il faut vraiment garder l'efficacité. Donc, le télétravail, c'est on est seul à la maison ou au moins on n'est pas perturbé par les enfants qui seraient là et voilà, qui empêcheraient de travailler dans de bonnes conditions. On donne la possibilité de poser des demi-journées de télétravail, ça c'est possible, donc journée ou demi-journée. Minimum 3 jours de présence sur site par semaine, ça je vous l'ai dit. Le collaborateur utilise son propre équipement informatique, ça aussi ça a été discuté. Parce qu'on s'est dit que si on voulait équiper tout le monde, on ne pourrait pas acheter 140 PC portables. Si un collaborateur nous dit moi je veux télétravailler 3 fois dans l'année, on ne va pas non plus lui fournir un PC portable pour qu'il ne l'utilise que 3 fois dans l'année. Donc on s'est dit l'année 2021, on considère que chacun travaille avec son propre équipement. Donc soit il est déjà doté d'un PC portable, il l'utilise, voilà. Soit il a un équipement chez lui, dans ce cas-là, il utilise son équipement personnel. Évidemment, il est joignable pendant les mêmes horaires que s'il est au bureau. C'est exactement de la même manière. Donc, il doit être joignable par téléphone. Il doit être installé de manière confortable et propice au travail. Il n'est pas question de télétravailler dans le sable, sur la plage ou les pieds dans l'eau. Ça, c'est hors de question. Et le manager a toute l'attitude pour refuser, enfin pour revenir sur une décision qu'il a pu prendre sur une journée de télétravail. Par exemple, quelqu'un a posé un télétravail vendredi, par exemple, et malheureusement une autre personne du service est en arrêt maladie. Et il y a besoin d'avoir quelqu'un en présence pour accueillir les clients. Là, le manager, sans délai, peut dire OK, je t'avais dit que tu pouvais télétravailler vendredi, mais je reviens sur cette décision parce qu'il faut absolument que quelqu'un soit présent. Là, le manager a vraiment autorité pour annuler un télétravail. Voilà. Bon, l'idéal, l'idée, c'est quand même d'assumer et de dire OK lorsqu'on s'est engagé, quoi. Et on a convenu aussi d'avoir absolument dans chaque équipe un jour dans la semaine où tout le monde est présent. En gros, si on veut faire une réunion d'équipe, il faut absolument que toujours soit là. Donc chaque équipe dit chez nous, le lundi, il n'y a pas de télétravail parce que tout le monde est présent ou on fait une formation où il y a une réunion interservice, etc. Donc ça, c'est dans le deal aussi.
Voilà, j'ai fait un peu le tour de manière générale. Il y a des choses un peu plus précises, mais sur les règles qu'on a définies. On a aujourd'hui 30 collaborateurs qui ont demandé un avenant à leur contrat de travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a dit, bah, vous avez le mois de septembre pour vous positionner sur la formule que vous choisissez. Au mois d'octobre, novembre, en fait, on a fait les entretiens entre la DRH, le manager et les collaborateurs qui ont demandé. Donc, les 30 qui ont demandé ont eu un entretien pour motiver un peu leur demande, savoir si c'était pas justement de la garde d'enfants déguisée, etc. On est vraiment parti sur une notion de confiance. On a dit on veut absolument leur faire confiance parce qu'on a appris de ces deux confinements et télétravail imposé, peut-être 2 périodes de télétravail imposé. On a vu que ça fonctionnait, donc on n'a pas raison de ne pas faire confiance. Et c'est juste pour repréciser aussi les règles lors de ces entretiens. Et donc, mise en application au 1er janvier. Alors avec un petit bémol, parce qu'on continue quand même à privilégier le télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs. On incite malgré tout à faire du télétravail parce que la période voilà, est toujours propice. Voilà, l'épidémie n'est pas partie, donc on continue à privilégier le télétravail. Et on considère que l'année 2021 est une année de rodage et probablement qu'on va continuer en 2022, mais peut-être qu'on va ajuster certaines règles et qu'on va s'adapter un petit peu en fonction de cette nouvelle expérience. Voilà, j'ai tout dit, ou Super. presque. Merci, Mickaël, pour ton retour. Bon, tu parlais d'un endroit calme et propice au télétravail. J'aimerais bien voir ce bureau là. Il est sympa, celui-ci. Celui-là, là, Ouais, ouais. pour le télétravail, il est pas mal, hein? Alors, il est propice à la réflexion. Après, c'est vrai il est motivant pour chausser les skis et la doudoune et puis aller faire un tour dehors, effectivement. Mais il Allez, peut être inspirant malgré tout pour télétravailler. je démarre les premières questions. Première question de François, plutôt sur la partie, on va dire, infrastructure, ce que tu as à disposition. Téléphonie sur IP ou softphonie? Alors, téléphonie sur IP, pour moi, ça veut dire que en fait, le téléphone devient un équipement réseau. C'est ça, en fait, ce que j'appelle, voilà. Donc, alors, softphone, pour moi, c'est un logiciel, un softphone. Soft, il y a soft. C'est un logiciel donc qu'on peut installer sur un PC ou sur un mobile et qui permet de transporter justement son système de téléphonie IP sur son PC ou sur son mobile. Mais pour moi, c'est pareil. Ça revient, enfin, chez nous, en tout cas, c'est la même chose. En gros, on a un softphone qu'on peut installer sur un PC portable et quand on est à la maison ou au McDo en Wi-Fi, et ben, le softphone va fonctionner sur un PC portable, j'entends. Et quand on utilise l'application, je le lâche, c'est 3CX chez nous, le système. Et quand on utilise l'application 3CX mobile sur son téléphone mobile, c'est aussi du softphone, quoi. Pour moi, c'est un peu pareil tout ça. Ça marche, merci, Mickaël. Question d'Anthony. Vous êtes-vous fixé des objectifs de ratio d'occupation de vos locaux, de vos bureaux? Non, et on s'est dit même que il était hors de question de dire on va optimiser nos espaces en, euh, en faisant la promotion du télétravail. On n'est pas dans cette logique-là parce qu'on avait un peu de crainte justement d'isolement de certains collaborateurs et de collaborateurs qui disent bah, je voudrais bien revenir au bureau, mais je peux pas parce que j'ai pas un bureau disponible qui m'attend. Donc, on avait des craintes là-dessus. On a eu, nous, quelques collaborateurs qui ont un peu mal vécu ces confinements et voilà, qui ont un peu mal vécu le télétravail. Et pour l'instant, on n'est pas dans une logique d'optimisation de notre espace. Et le télétravail, pour nous, n'est pas un levier pour ça. Ça marche. Je vois que la photo du bureau a inspiré François. François pose la question seulement, est-ce que des photos du lieu de travail ont été demandées pour accepter les bonnes conditions de télétravail? Non, on fait confiance. Là. Donc voilà, on fait confiance, on donne des exemples dans notre charte, on dit c'est pas dans le salon avec le PC sur les genoux. On impose par exemple un double écran parce que on travaille comme je disais, notre outil de travail, c'est notre système d'information. Tous nos collaborateurs sont équipés de 2 écrans au bureau et donc on impose 2 écrans à la maison. Ceux qui n'en ont pas, par contre, on fournit le deuxième écran. C'est une petite particularité, nous on en a plein des écrans. Donc on fournit le deuxième écran pour s'assurer que tout le monde ait bien 2 écrans et soit bien installé avec 2 écrans. Ça marche. On demande pour la maison, on demande aussi à ce qu'on ait enfin une espèce d'attestation sur l'honneur du collaborateur pour qu'il soit assuré pour pouvoir télétravailler de la maison. Il y a une petite particularité en termes d'assurance. On ne demande pas de photos de l'emplacement.
Eh bien, ça marche. Eh bien, on a fini le tour des questions. On est super bien au niveau timing. On va pouvoir enchaîner Très encore. bien. Merci, Mickaël, pour ce retour d'expérience. Merci bien. Hop, Richard, eh bien, c'est à toi. Je vais te donner la parole pour que tu me parles un peu des bonnes pratiques. Et avec ce moment où c'est vrai, quand on bascule en télétravail, notamment que ce soit en termes de chef d'entreprise ou de responsable informatique, on s'inquiète toujours des risques de sécurité sur lesquels on s'expose. Vas-y, c'est à toi, Richard. Exactement. Merci Sébastien de cette introduction. Merci Mickaël de ta première présentation. Et effectivement, l'idée est de pouvoir de vous parler un petit peu de comment on peut mettre en œuvre en fait effectivement le télétravail et quelles sont les bonnes pratiques et appliquer un peu de bon sens autour. On en parlera après, justement pour pouvoir justement aussi sécuriser cet aspect en fait de la connexion qui va se faire à distance vers le SI de l'entreprise. Alors, Pauline, tu peux peut-être avancer. Hop. Bon, effectivement, on a vu qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est devenu, surtout en 2020, quelque chose qui a pris une croissance forte. C'était déjà présent, bien évidemment, dans pas mal d'entreprises. Alors, pas forcément dans tous les secteurs et dans tous les services, on va dire, dans l'entreprise. Ça s'est un peu plus généralisé cette année par rapport à la pandémie, par presque contrainte, je vais dire. Mais ceci étant, on avait des populations aujourd'hui qui pouvaient être habituées, type administrateur, voilà, plus les populations qui administraient le SI étaient effectivement, on pouvait travailler, télétravailler, peut-être des populations commerciaux aussi, enfin bon, j'en passe, il y a plein d'exemples, je vais pas toutes les lister. Et donc effectivement, par rapport à ça, cette augmentation, ce télétravail-là, il est souvent cadré juridiquement. On l'a vu aussi avec Mickaël et notamment les chartes qui ont pu être définies au sein d'Azartis. Mais ceci étant, côté sécurité, c'est pas forcément toujours un aspect qui est abordé justement dans ces chartes, par aussi, on n'a pas toujours de RSSI, etc. Donc c'est pas forcément toujours abordé par la direction. Et pourtant, il faut respecter un certain nombre de bonnes pratiques pour éviter les problèmes. Et malheureusement, on a connu un certain nombre de problèmes cette année. Il y a pas mal de sociétés qui ont connu des problèmes à cause de ça, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs. Et on va essayer de les lister. Alors j'ai voulu rappeler quelques chiffres pour histoire de sensibiliser un petit peu les populations. L'idée c'est pas forcément de faire peur, c'est simplement effectivement de pouvoir apporter un petit peu de concret par rapport à ce que je vais dire. Donc 62% effectivement des responsables informatiques qui ont été interrogés fin 2018, donc on est avant la pandémie pour info. Sur une enquête qui a été menée par l'usine Nouvelle, ont indiqué que globalement la question de la sécurité et du télétravail était aujourd'hui à résoudre en fait. Je pense pas qu'on ait beaucoup avancé en fait entre 2018 et 2020. Et 2020, effectivement, on a dû là pour le coup, des fois c'est dans le mur qu'on voit mieux le mur, mais dans l'idée c'était effectivement de pouvoir répondre à ça. Et pour le coup, 2021, on va être face aussi par rapport au télétravail, justement, à un changement qui va rester. Et du coup, l'idée est de pouvoir accompagner un peu plus ces éléments-là. 42%, c'est un autre acteur de la cybersécurité qui a estimé aussi que 9 employés sur 10 utilisent leur informatique personnelle à des fins professionnelles. Et du coup, bon, on voit aussi que 42% en fait d'entre eux déclarent ne pas mettre à jour leur système de sécurité sur leur périphérique personnel, je pars bien, ou éventuellement leur réseau personnel à la maison, leur box, etc. Enfin, on est face à des choses qui peuvent être assez disparates par rapport à ça. D'où l'enjeu de pouvoir effectivement derrière de pouvoir prendre en compte aussi ces éléments-là quand on va télétravailler à la maison. 42%, le chiffre est à peu près équivalent. Des DSI, cette fois, estiment qu'il faudrait mieux sécuriser les terminaux dont les utilisateurs se servent lorsqu'ils sont en mobilité ou en télétravail. Alors ça posera la question effectivement du poste personnel pour télétravailler. Je ne vais pas dire que c'est impossible, on verra tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de choses à faire par rapport à ça pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien.
Aujourd'hui, donc 2020, si on fait une petite stat par rapport à ça, on voit 80% des attaques par ransomware. Donc, ransomware, pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers du terme, ça va être effectivement des logiciels qui vont crypter en fait, notamment les données du SI et ou pirater le SI et donc le corrompre. Et pour le coup, après, on vient demander une rançon. Par rapport à ça. Ces ransomware, ils sont créés aujourd'hui pas forcément par des geeks, pas forcément par des hackers, mais ils sont créés vraiment par un réseau de cybercriminels. Et si je peux faire une analogie, aujourd'hui, c'est de la mafia 2.0, clairement. Qui est en jeu. Il y a un enjeu économique qui est absolument colossal par rapport à ça. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les points d'accès aujourd'hui au système d'information, il se fait pas forcément effectivement du réseau de l'entreprise en interne. Bon, il va rentrer par les emails. Mais on a un point d'ancrage aussi important qui va être les accès extérieurs au système d'information. Puisque ces points extérieurs vont être effectivement, beaucoup plus sensibles en termes de sécurité pour des raisons qu'on peut voir juste avant, notamment de la sécurité du poste de travail, la manière dont on accède, est-ce qu'on utilise un VPN ou pas. Comment on est sûr que la personne qui est derrière le clavier, c'est bien la bonne. Pour le coup, tout ça fait qu'à un moment donné, on peut créer des brèches et pour le coup, rentrer dans le système d'information. Quelque chose qui est, je fais une parenthèse qui va être aussi assez proprement dit sur ces ransomware qui va être assez fréquent maintenant, c'est que auparavant en fait ces ransomware étaient arrivés dans le réseau, étaient éventuellement vous cliquez sur un mail et puis vous cryptiez, enfin les fichiers étaient cryptés, ça se voyait assez vite et je dirais ça se déroulait quasiment dans la minute où l'utilisateur avait cliqué sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On s'aperçoit que tous ces logiciels en fait déjà évoluent, sont polymorphes en fait. Alors polymorphes, c'est-à-dire qu'ils évoluent en fait on a quasiment 95% des malwares qui sont exécutés qu'une seule fois et après ils évoluent en fait à chaque fois qui sont exécutés, donc on n'est plus capable de les reconnaître par signature, proprement dit. Et globalement, sur ces logiciels entre guillemets qui vont corrompre le système d'information, on va se retrouver en fait avec des choses qui vont être un petit peu dormantes, qui peuvent même s'installer soit sur le poste d'utilisateur, soit dans le système d'information une seule fois. Et puis à un moment donné, en fait, ils vont regarder un petit peu tout ce qui va se passer autour ils vont prendre un certain nombre d'informations sur le système et ils passeront à l'attaque à un instant T au moment où vous attendrez le moins. Un week-end, un soir, ou quoi que ce soit. Et là, du coup, on a des gros dégâts par rapport à ça qui peuvent apparaître. 20%, 20% donc sur un rapport de Malwarebit, après il y a plein d'autres stats, des organisations ont été victimes d'une cyberattaque causée par un collaborateur en télétravail depuis le début de la pandémie. Je pense que même ce chiffre est un peu sous-estimé aujourd'hui. Clairement, on en a vu beaucoup et les cibles sont multiples. Ce n'est pas forcément la très grosse organisation. Aujourd'hui, les attaques, elles se font en masse. Ils se fichent aujourd'hui de savoir qui ils attaquent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si c'est une PME, un artisan, une multinationale. Aujourd'hui, peu importe. Les cibles, elles sont multiples. C'est un peu comme la pêche à la ligne, j'ai envie de vous dire. On jette la canne à pêche dans la mare et on voit ce qui mord en fait. Et en fonction de ce qui mord, la rançon sera plus ou moins forte. Donc ça n'empêche pas qu'effectivement derrière il va falloir se protéger contre ça. Je continue un petit peu avec les chiffres et puis après on passera à autre chose. Globalement, on voit aussi que du coup 419 menaces recensées chaque minute. Ça, c'est des stats McAfee de cette année, novembre 2020. Donc c'est assez récent que j'ai été chercher. Et on a des progressions assez impressionnantes, 103% du nombre de malware en fait et de programmes malveillants donc associés à Microsoft 365, donc qui est aujourd'hui beaucoup utilisé justement par rapport à ça. Alors c'est pas lié à un problème de sécurité forcément en propre de Microsoft 365, mais ça peut être lié effectivement aujourd'hui au système d'information. Il est plus au sein de l'entreprise en tant que tel, mais il est éclaté. Et pour le coup, c'est d'autant plus facile d'aller chercher et d'aller créer des failles par rapport à ça.
On a aussi 117% du nombre de programmes malveillants en PowerShell. Donc PowerShell, l'élément, c'est que ces programmes malveillants, ils vont utiliser en fait une couche dans Windows, sans être trop technique, de scripts qui vont permettre en fait d'attaquer. Le truc, c'est que c'est assez pervers pour l'utilisateur parce qu'il verra rien. Donc, l'impression qu'il n'y a rien de se passe, mais en fait, en tâche de fond derrière, ça peut faire du dégât. Donc tout ça, c'est effectivement en grosse ampleur et c'est orchestré aujourd'hui par je vais dire une économie parallèle, chercher le terme, qui est de plus en plus importante avec des montants financiers qui sont assez énormes. On va identifier globalement 3 types de risques donc qu'on doit anticiper en fait justement par rapport au télétravail. C'est déjà le premier point, c'est l'impossibilité pour le salarié d'accéder aux ressources dont il a besoin pour travailler. Effectivement, vous êtes en télétravail, si vous pouvez pas accéder à vos ressources internes, à vos ressources dans le cloud, qu'elles soient multidisciplinaires, enfin à vos outils pour travailler, forcément le télétravail, il a plus beaucoup de sens. Donc c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte par rapport à ça quand vous allez mettre en place le télétravail pour être sûr qu'effectivement le salarié puisse accéder dans de bonnes conditions aux ressources proprement dit. Un risque qui est assez effectivement important, c'est la contamination du système d'information de l'entreprise par le biais d'une faille de sécurité. Faille de sécurité qui peut être effectivement très souvent périphérique que le salarié va utiliser, mais aussi ça peut être aussi réciproque. On peut aussi très bien venir. Le cas est moins gênant, mais ça peut être effectivement, une fois qu'il est connecté au SI de l'entreprise, avoir une réciprocité de son attaque vers son poste en tant que tel. Et du coup, on vient créer des failles de sécurité de toute façon dans tous les cas quand on fait une ouverture vers l'extérieur. Donc, ces ouvertures vers l'extérieur, il va falloir les maîtriser pour qu'on puisse derrière donc les maîtriser à la fois technologiquement et puis par le biais de la formation. C'est aussi quelque chose qui va être humain, on verra, pour que du coup vous puissiez limiter les risques. Alors aujourd'hui, on n'est plus en train de se dire est-ce qu'on va être attaqué ou pas? Non, la question, c'est quand on va être attaqué et comment on limite les impacts de cette attaque. La question de se dire à un moment donné aujourd'hui, est-ce qu'on va être attaqué ou pas? La réponse, je peux vous la donner tout de suite, c'est oui. N'importe qui sera attaqué à un moment. Maintenant, on ne sait pas quand. Et à la limite, j'ai envie de dire le quand, on s'en fiche un peu. C'est plutôt par contre comment on limite les impacts d'une attaque pour qu'elle soit peu problématique à la fois pour le salarié, parce que ça peut être aussi quelque chose qui est très problématique aussi au niveau mental pour le salarié. J'ai des cas sans citer de personne, effectivement, proprement dit, mais sur lequel vous avez quelqu'un qui va déclencher en fait quelque chose en cliquant sur un mail ou qui va faire un virement malheureux parce qu'il y a eu des demandes de fait. Par rapport à ça, il est capable d'arrêter entre guillemets par conséquence en fait le système d'information de son entreprise et de bloquer une société. Il faut s'attendre que humainement c'est des conséquences et puis bien évidemment ça aura des conséquences pour l'entreprise à la fois financière et puis sur la reconstruction de la donnée par rapport à ça. La fuite, la perte de données, point aussi important. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le système d'information, il est éclaté. Il n'est plus qu'à un seul endroit. On a des données, alors surtout aujourd'hui avec la pandémie, je pense que ça a fait un effet exponentiel. Nos données, elles sont dans le cloud, sur notre poste, dans Teams, dans OneDrive, dans Google Mail, dans G-Drive, enfin, à plein d'endroits, dans plein d'applications SaaS. Et cette fuite, cette perte de données, elle est assez problématique. J'avais notamment un administrateur qui me parlait cette année, il n'y a pas si longtemps. C'est super Teams en fait, mais c'est un RSSI en fait qui m'exposait ça. Il me disait oui, effectivement, maintenant, avant, je maîtrisais en fait où était la donnée, je maîtrisais ce qui sortait du système d'information. Depuis qu'on a mis en place Teams, le problème c'est que j'ai des fichiers dans Teams et une fois qu'ils sont partis dans Teams, clairement, j'ai complètement perdu le circuit du fichier. Je sais plus où il va, je sais plus à qui il est transmis ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un vrai problème pour les RSSI parce que c'est leur job, mais ça va être aussi un vrai problème pour les équipes de direction parce que la fuite ou la perte de données, elle va être importante en fait. Et il va falloir la prendre en compte. Pauline, tu peux peut-être avancer. Donc pour ça,
ce soir, alors on pourra en parler longtemps, mais j'ai essayé de vous profiler en fait un petit peu 4 grandes mesures pour pouvoir justement vous donner en fait des bonnes pratiques quand vous allez mettre en place du télétravail au sein de l'entreprise. Donc, profiler les télétravailleurs, ça va consister effectivement à identifier les populations de télétravailleurs. Alors, quand je dis identifier, c'est il y a des télétravailleurs qui vont être des administrateurs réseau, des administrateurs système, des gens qui font de la comptabilité, des gens qui doivent être accéder, je sais pas, à différents services de l'entreprise, service commercial, le service achat, etc. Ces gens-là, ils vont pas avoir les mêmes droits en fait au niveau de l'entreprise. Ils vont pas forcément se connecter de la même manière, aux mêmes heures. Est-ce qu'ils doivent se connecter de manière permanente ou pas, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà identifier toutes les personnes qui les télétravaillent. Et grâce à ça, en fait, on pourra leur associer en fait des profils de connexion, grosso modo, et de leur donner en fait accès à des ressources. Alors, vous le faites déjà sûrement en fait au sein du SI proprement dit. Ils ont des droits quand ils accèdent aux fichiers, etc. Maintenant, en télétravail, ça doit être exactement pareil et renforcé aussi également puisqu'on part du principe qu'ils sont à l'extérieur et globalement, il y a un grand principe en sécurité, c'est le pas de confiance, zéro trust. Alors, je sais que Mickaël parlait de confiance tout à l'heure dans le télétravail, c'est très bien, j'adhère effectivement à ça dans le concept. Par contre, en termes de sécurité informatique, la confiance, je n'y adhère pas du tout et pour le coup, la confiance, elle ne doit pas exister. Malgré que vous connaissez la personne, etc., parce que c'est ces éléments-là. Donc, identifier les télétravailleurs et identifier les populations pour leur donner après des systèmes pour se connecter qui peuvent être différents et des droits aussi qui peuvent être différents va être important. Authentifier les accès à distance, ça va être une mesure qui va être plus qu'essentielle. Aujourd'hui, on n'y pense pas, enfin on n'y pense pas. Je pense que un certain nombre de personnes y pensent, mais il va falloir renforcer ça. Globalement, c'est de se dire, voilà, qui est derrière le clavier en fait. Quand vous êtes en télétravail, vous n'êtes pas dans votre bureau, vous n'êtes pas rentré en fait dans l'entreprise, vous n'avez pas monté les escaliers, etc. Vous n'avez pas été à la machine à café le matin. Donc potentiellement, on ne sait pas qui est derrière le clavier. Donc authentifier ces accès à distance de manière sûre va être très important pour pouvoir effectivement savoir à qui on a affaire. Ça va être, je fais une parenthèse, mais au-delà du télétravail, cette authentification de qui est derrière le clavier, elle est hyper importante de nos jours, puisque, comme je le disais, le système d'information, il est éclaté, les points d'entrée, ils sont multiples. Aujourd'hui, on peut travailler à différents endroits, mettre des données à différents endroits. Le cloud, Office 365, enfin Microsoft 365, pardon, va permettre effectivement de se connecter d'un peu partout, à tout moment. Et pour le coup, les attaques si vous regardez un petit peu les logs, par exemple, de Microsoft 365, quand vous ne mettez pas de double authentification en place, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de tentatives d'accès sur vos comptes qui sont assez importantes. Et nous, j'ai de multiples cas justement de hacking de comptes et de récupération d'informations par ces biais-là. Donc, identifier la personne va être très important. Dissocier, protéger les appareils, clairement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est effectivement de pouvoir dissocier bien les choses, le monde professionnel et le monde personnel, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes contraintes. Donc il va falloir dissocier un petit peu les environnements. Ça n'empêche pas de pouvoir se connecter avec un périphérique personnel, mais il va falloir s'appliquer des contraintes par rapport à ça. Et protéger les appareils va être aussi importante par rapport à ça. Sécurité de l'accès aux données, globalement. Ça va être chiffrer vos données, globalement. Tout ce qui doit aller vers l'entreprise, vos données doivent être chiffrées pour pas être interceptées, proprement dit. On va détailler un petit peu ça. Alors, il faut que tu remontes un tout petit peu en arrière. Hop. Tac. Donc, profiler les télétravailleurs, effectivement, merci Pauline. Comme je disais, ça va être de définir et de profiler en fait les populations en fonction de leur attribution donc dans le rôle de l'entreprise, un dirigeant, un employé proprement dit ou quoi que ce soit va avoir accès à des informations qui sont plus ou moins sensibles par rapport à ça. Et du coup, en fait, c'est intéressant, je pense, de faire un travail de recensement en fait des personnes qui vont accéder et de pouvoir un petit peu justement faire une matrice entre guillemets de leurs attributions et des informations sensibles. Grâce à ça, en fait,
on va pouvoir après déterminer quel est le niveau de sécurité qu'on va devoir en fait leur apporter quand ils accèdent à ces informations et quand est-ce qu'ils doivent accéder à ces informations. Donc ça, c'est ce profilage en fait globalement des utilisateurs. C'est un petit travail à faire en amont qui permettra après derrière de définir la politique de sécurité, quels que soient les outils technologiques que vous avez utilisés d'ailleurs, hein, peu importe. L'idée est de vraiment identifier justement qui va se connecter, qu'est-ce qu'il doit faire et quelles informations ils doivent accéder. En fonction de ça, on pourra effectivement derrière pouvoir apporter des réponses. Entre les télétravailleurs, effectivement, de pouvoir dire un télétravailleur occasionnel ou du week-end ou à temps partiel, on va pouvoir appliquer aussi des mécanismes de sécurité qui vont être un peu différents par rapport à ça et pouvoir brider ou pas leurs accès. Authentifier les accès à distance. C'est ce que je disais. Donc là, du coup, ça va être effectivement de pouvoir apporter en fait à l'utilisateur d'authentifier, et donc du coup à l'entreprise de savoir qui est derrière le clavier. Donc de pouvoir absolument en fait quand vous télétravaillez, quand vous vous connectez, de mettre ce qu'on appelle en fait une authentification multifacteur, donc une double authentification. L'idée c'est de pouvoir dire ok, mon mot de passe n'est pas suffisant aujourd'hui pour me connecter en termes de sécurité. Je ne peut pas être sûr que la personne avec son mot de passe, c'est bien elle. Donc, c'est comme quand vous allez globalement faire un paiement bancaire ou quoi que ce soit. On vient derrière ajouter en fait un système qui va permettre d'être sûr que c'est bien vous qui est derrière. Donc, ça peut passer par différents biais. Hein. Il y a plein de solutions qui existent par rapport aux différents usages que vous allez en faire. C'est pas forcément coûteux de le faire. Ça se fait assez simplement aussi. Hein. On rentre pas du tout dans de l'usine à gaz. On rentre pas du tout dans des choses qui sont complexes non plus pour les utilisateurs. Aujourd'hui, ces solutions-là, elles ont considérablement évolué et que pour le coup, en fait, faut pas croire que c'est complexe pour l'utilisateur, mais c'est par contre essentiel pour assurer la sécurité de l'accès au système d'information. Vas-y, Pauline, tu peux avancer. Dissocier, protéger donc les appareils. L'idée, ça va être effectivement, au-delà d'un antivirus, ça c'est le b.a.-ba, hein, on va dire, mais c'est globalement aussi pouvoir réduire au maximum les droits en fait que va avoir un utilisateur sur sa machine. Alors ça, c'est dans le cadre d'une machine pro. Dans le cadre d'une machine où il utiliserait une machine personnelle, mon conseil, ça va être effectivement qui ne se connecte pas directement avec sa machine personnelle au sein du SI, mais éventuellement qui rebondisse. Ce que fait Alertis, hein, par exemple, il se connecte en fait à l'utilisateur, dans ce cas-là, se connecte à un bureau virtuel. Donc il n'y a pas de lien direct en fait entre sa machine. Il y a possibilité qu'il n'y ait pas de lien direct entre sa machine en fait et le SI. On vient simplement déporter un affichage et sa machine sert de support. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est connecter directement un périphérique personnel et qu'il accède aux fichiers directement, parce que là vous créez un lien direct. Et à partir de là, c'est très problématique puisque si la machine en fait que vous maîtrisez plus en fait rentre dans votre réseau, et bien derrière, globalement, vous avez ouvert la boîte, vous avez introduit le loup dans la bergerie. Donc réduire les droits d'administration au maximum sur la machine, ça va te permettre de réduire les droits. On peut envisager aussi qu'un télétravailleur, quand il se connecte même en télétravail, il n'ait pas les mêmes droits que quand il est au sein de l'entreprise, pour qu'effectivement, du coup, on réduise encore un peu plus son usage là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il lui donne les bons droits. Et je reviens effectivement à bien identifier les personnes pour bien profiler son profil de sécurité. Quand vous le pouvez, c'est effectivement attribuer aux télétravailleurs un périphérique à usage strictement professionnel, régulièrement mis à jour. Ça va vous permettre effectivement, globalement, de vous assurer que vous maîtrisez les périphériques qui se connectent. Alors, c'est pas toujours possible, on est d'accord, mais en tout cas, quand vous n'avez pas d'environnement type Citrix ou bureau virtuel, c'est presque une mesure impérative. Isoler au maximum les liens réseau entre le périphérique du travail et sa connexion réseau home office, ça c'est pareil. Globalement, quand il est connecté chez lui, il va être connecté avec d'autres postes en fait sur sa box internet. L'idée, c'est de pouvoir trouver des systèmes qui vont permettre, donc qui peuvent être du VPN ou quoi que ce soit, qui vont permettre derrière d'isoler en fait les éléments par rapport à ça, d'isoler les postes qui vont être connectés aussi au réseau Home Office, hein, le poste de l'enfant, la console de jeu ou quoi que ce soit, pour éviter que ces périphériques remontent vers le SI de votre entreprise. J'accélère un petit peu parce que je sais que je mange un peu de temps et c'est un peu le défaut. Sécuriser l'accès aux données, globalement, ça va être une règle d'or. C'est
tout accès à l'entreprise doit être authentifié et chiffré. Que vous soyez donc à l'accès au système proprement dit d'entreprise, que vous alliez dans le cloud, que vous alliez sur des périphériques SaaS, deux règles: qui est derrière le clavier et tout ce que je passe, je le chiffre. Ça, c'est l'idée, et c'est effectivement ces éléments-là, il va falloir bien le prendre en compte pour que justement vous puissiez avoir ça qui est clair. Encore plus pour des populations type administrateur, où là, j'ai envie de dire, quand ils administrent un serveur à distance ou quoi que ce soit, ou quand ils ont accès à des éléments, VPN, double authentification, c'est très très important. Ça limitera les impacts au maximum. Là, on a parlé effectivement beaucoup de technologies, d'outils à mettre en place. Il y a une phase qu'il faut absolument pas oublier, c'est la sensibiliser les collaborateurs. Cette phase de formation des collaborateurs, moi, je pense que c'est une phase essentielle, et d'ailleurs pas que en télétravail. Les outils en fait aujourd'hui existent en fait sur le marché. Hein. On a plusieurs que nous on a mis en place aussi également. Hein. Je pourrais en parler si vous voulez après. Enfin, à part de séminaires, mais globalement, il y a plein d'outils de sensibilisation aux collaborateurs qui sont des outils très ludiques aujourd'hui, qui vont permettre en fait de lui apprendre qu'est-ce que c'est qu'un phishing, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale, pourquoi je dois activer mon VPN en déplacement. L'idée, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il fait en fait. C'est pas des contraintes pour lui, c'est simplement lui expliquer qu'on lui met effectivement un certain nombre de choses en place pour pas corrompre en fait les éléments qui puissent travailler en toute sécurité. Et comme je disais, l'aspect humain justement il est important, et par rapport à ça, la formation en fait elle va être très importante. Il faut savoir que les outils de formation aujourd'hui, cybersécurité ou quoi que ce soit, ça se fait très très bien, c'est pas très onéreux proprement dit, et qu'on peut très vite le mettre en place. Petite stat aussi, j'en reviens à mes stats, mais j'aime bien, 80% des cyberattaques réussies utilisent l'ingénierie sociale. Alors, l'ingénierie sociale, c'est globalement, en fait, quand ils vont effectivement tenter une attaque, ils peuvent cibler, en fait, une personne en tant que telle. Donc là, on est sur des attaques ciblées, hein. Mais globalement, via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, j'en passe, des appels aussi proprement dit, c'est très très bien fait. Ils vont récupérer un nombre d'informations assez important en fait sur l'entreprise, sur la personne ou quoi que ce soit, et à partir de là, globalement, déclencher une super attaque qui sera pour le coup très très ciblée, et qui sera très difficile à déjouer en fait quand l'ingénierie sociale est bien faite. L'ingénierie sociale, par contre, on peut la déjouer en sensibilisant pas mal les collaborateurs, et croyez-moi, aujourd'hui c'est de plus en plus dur en fait de déjouer un mail de phishing ou quoi que ce soit. Ils sont très très bien faits, vous avez dû le voir. Donc plus on sensibilise les collaborateurs, mieux ils sauront les déchiffrer, et à partir de ça, c'est assez important. Il y a plein de modules de formation courts qui peuvent durer 10 minutes, qui sont pas du tout lourds pour les utilisateurs et qui vont les permettre de progresser par rapport à ça. Petit clin d'œil aussi, effectivement, dirigeants, impliquez-vous. On doit montrer alors, moi, je suis un des dirigeants d'Illico Réseau, je me suis pas présenté au début, mais globalement, effectivement, nous, on fait partie des acteurs de la cybersécurité, donc on est assez sensibilisé, toute l'équipe ici est assez sensibilisée à ça. Malgré tout, dans une entreprise, on doit effectivement montrer l'exemple. Les utilisateurs VIP, la direction va pas forcément leur mettre un VPN ou leur mettre une double authentification, etc. et autres. On pourrait croire effectivement c'est ça, mais en fait c'est une erreur. L'idée c'est de pouvoir justement montrer l'exemple et de se dire que ces utilisateurs-là, déjà d'une, c'est souvent eux qui sont les plus attaqués, hein, puisque c'est eux qui vont avoir le plus de droits sur le SI. Très souvent, ils ont accès à des informations bien évidemment qui sont sensibles, et pour ça doit être important. Et l'idée, c'est d'emmener tout le monde. La problématique de sensibilisation des collaborateurs, d'ailleurs, je le dis souvent quand on met en place des modules de formation, elle ne doit pas venir d'ailleurs de l'informatique, elle doit venir de la RH, de l'équipe de direction. L'informatique n'est que là pour apporter des outils, mais ça ne doit pas être poussé par l'informatique aux collaborateurs pour moi.
tous les nouveaux usages des collaborateurs, hein, Teams, les applications SaaS, le cloud, etc. Ils ont une mine d'informations. Alors, ça peut être très, très pratique dans plein de moments pour travailler. Ça peut nous apporter de la performance. Ça peut nous apporter effectivement un certain nombre de souplesse, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de travailler de manière plus souple de n'importe où. Mais ceci étant, effectivement, ça cache, il y a une face cachée à tout ça. Et ça va être important. Elle est pas forcément compliquée à appréhender, mais c'est important d'en parler pour qu'ils soient justement conscients d'un certain nombre de choses, et ça permettra de contrer un certain nombre d'attaques aussi, croyez-moi. Et du coup, ce que je disais, effectivement, l'accumulation d'équipements de sécurité, on peut mettre le curseur au niveau sécurité et plein d'outils en place, mais ça remplacera pas un peu de bon sens et une formation humaine pour déjouer les attaques et réduire leur périmètre. C'est d'ailleurs, si vous allez sur le site de l'ANSSI ou sur le site cybermalveillance.gouv.fr, il y a plein de conseils que je pourrais vous donner aussi après dans le chat. Globalement, il y a plein de conseils qui sont accessibles, et c'est des préconisations de leur part par rapport à ça. Super, merci Richard. J'ai failli te dire le VPN allait couper dans 2 minutes, mais tu es pile poil dans les temps puisque nous n'avons pas de questions pour toi. Tu as été très clair. Bon. Merci Richard. Eh ben, merci à tous. Jean-Pierre, c'est ton tour. Maintenant, tu vas nous faire un beau retour d'expérience. Comment ça s'est passé cette période de confinement, et quel est le retour en ce moment des collaborateurs de PCM? Bonjour à tous. Donc, Jean-Pierre Mounier, donc membre d'ADN Ouest. Je suis responsable informatique de la société PCM. Donc, je vais vous présenter rapidement sur le slide suivant ce qui est PCM. Donc, on a fait une enquête en interne après le premier confinement sur la gestion de la crise Covid, le confinement et puis le télétravail. Et donc, je me suis proposé de vous présenter le résultat de cette enquête, puisque ça va peut-être vous donner à penser à des questions que vous n'êtes pas posées, et puis ça va vous donner aussi une idée de comment ça se passe dans une entreprise multinationale. Donc, le groupe PCM aujourd'hui, c'est une organisation multicentrique découpée en ce qu'on appelle nous 4 clusters, donc 4 gros géopôles. Donc, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, les Amériques du Nord et du Sud, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Donc, on a 27 entités légales à travers le monde, une équipe multiculturelle, informatique aujourd'hui, j'ai 12 Français et un Chinois, donc l'IT n'est pas très représentatif de cette multiculturalité. Mais voilà, dans toutes les équipes engineering, il y a une quinzaine de nationalités représentées. Et on a 7 sites industriels principaux. Donc, l'usine principale qui est en France, à Chantaussé, donc à 20 km d'Angers. On a maintenant 2 usines au Canada, une aux États-Unis à Houston, une en Angleterre, un workshop plus un atelier, je dirais, à Oman, et une usine à Dubaï, une en Italie, une en Chine et une en Australie. Voilà, donc juste pour vous dire, voilà, on a des cols blancs et des cols bleus. Donc c'est aussi ça, je pense, qui donne un retour de pas. C'est pour ça que j'ai proposé. Je pense que cette enquête est intéressante pour les entreprises qui ont aussi des cols bleus qu'on oublie assez souvent. Donc déjà, le taux de participation, chez nous, il n'est pas exceptionnel. On a fait une enquête, il y a à peu près 50% des personnes qui ont répondu. En général, sur nos enquêtes internes, on en a beaucoup plus. Notre objectif est d'avoir à chaque fois plus de 60%. Donc, vous voyez, en France, on a eu plus de 60%. Et on voit que dans les autres pays, on a eu beaucoup moins de pourcentage de représentativité. Donc, la crise Covid étant quelque chose qui touche un peu à son environnement personnel, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont demandé ce qu'on allait faire de leurs données et donc ont hésité à répondre au questionnaire. Donc, la première chose qu'on a demandé aux gens, c'est vraiment dans quel état d'esprit vous vous retrouvez suite. Donc, on s'est retrouvés tous, quasiment tous sauf l'usine, enfin, on n'a fermé aucune usine. On a fini par faire un peu de chômage partiel, mais aucun site de production n'a jamais été fermé pendant toute la crise Covid.
Par contre, on a renvoyé chez eux tous les gens qui n'étaient pas indispensables sur site, donc quasiment la totalité des gens des bureaux. Et qui avaient donc, on a dû fournir un certain nombre de postes informatiques dans l'urgence. Et puis, de la même façon, on verra un petit peu plus tard, la crise Covid, disons que nous, en ayant des entreprises et des usines à travers le monde, on a vu ce qui s'est passé en Chine très très tôt, et chez nous, les gens se retrouvaient en télétravail quasiment 1 à 2 semaines avant que le confinement soit décidé en France, par exemple. Voilà, donc on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient et quel était leur état d'esprit. Donc voilà à peu près toutes les réponses. Je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est peut-être un petit peu flou. Mais beaucoup de gens, donc le 143 là qui est au milieu, il y en a qui se sont dit oh, bah, tiens, on a retrouvé un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Donc ils ont trouvé qu'on avait un meilleur équilibre. Après, on a aussi nos sites sont souvent proches ou des sites d'exploitation ou des sites de production historique. Donc on est un petit peu au milieu de nulle part dans beaucoup de pays. Les gens ont trouvé aussi un gain de temps. On retrouve cette histoire de temps de trajet. Par contre, on voit, ils ont gagné en motivation par rapport à l'entreprise, mais on verra que c'est un petit peu antinomique par rapport à une autre réponse qu'on a eue. Et puis, ils étaient relativement inquiets. Donc, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Après, l'inquiétude, on l'a peut-être provoquée aussi, je dirais, chez PCM, d'une certaine façon. Comme je vous disais, on a été très souvent en avance. On a porté les masques 1 mois avant les autres. On a interdit les fournisseurs chez nous 1 mois avant que ce soit décidé ailleurs, etc. Question suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc après, c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que sur d'autres séminaires ADN Ouest, j'ai échangé avec d'autres intervenants et participants ADN Ouest. Et ils disaient, voilà, ils n'ont pas, souvent dans les sondages, ils n'ont pas séparé les cols bleus des cols blancs, quoi, comme on dit historiquement. Donc les opérateurs n'avaient pas du tout le même sentiment. Donc déjà, ils étaient sur site pour continuer à produire. Après, quand le montant des commandes ou la quantité a diminué et où on ne pouvait pas respecter les règles de confinement, qu'ils étaient trop par atelier, trop par salle de contrôle, etc., on a diminué le nombre de personnes et du coup, on a quand même ralenti la production et déclenché du chômage partiel. Donc là, les gens qui étaient en usine, sur site, vous voyez, ce qui ressort vraiment, c'est qu'ils étaient fatigués. Donc, suite au stress, quoi, de se dire qu'est-ce qui va m'arriver. De la même façon, on a eu quelques cas contacts dès le début avec des prestataires qui ne respectaient pas les distances de sécurité et les mesures de confinement. Du coup, d'une part, on a été assez brusque, je dirais. On a renvoyé chez eux tous ces sous-traitants qui ne respectaient pas les mesures. Et donc, on les a mis en demeure de se débrouiller pour gérer ce qui sous-traitait sans devoir avoir la possibilité de remettre les pieds chez nous. Donc, en particulier, il y avait un emballeur, par exemple, et qui avait un cas positif qui s'est révélé positif au bout de 15 jours. Du coup, aussi, on avait d'être sur site alors que tous les autres étaient à la maison. Ils étaient assez en colère, entre guillemets. Ils ne voyaient plus trop leur manager. Ils ne comprenaient pas trop les mesures qu'on prenait. Donc, sur plusieurs sites, dès qu'on avait un cas, nous, on faisait passer les cosmonautes, quoi. Donc, on avait des gens en blouse blanche. On prenait une entreprise de nettoyage qui venait désinfecter l'intégralité du site. Dès qu'on avait un cas avéré, et les seuls 2 cas qu'on ait eus à travers le monde, c'était à chaque fois 2 prestataires. Donc après, voilà, les gens, on leur disait, ceux qui étaient arrivés, on leur disait restez dehors. Et puis, on voyait bien les gens en blouse blanche en train de tout désinfecter. Et 1 heure après, on leur disait c'est bon, vous pouvez retourner à votre poste de travail, ce qui n'était pas fait, contrairement à l'objectif initial, pour les rassurer. Si on n'avait rien fait, rien désinfecté, ils auraient peut-être préféré et été moins inquiets. Donc après, on leur a demandé quel était l'impact de l'épidémie sur votre situation professionnelle. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on commence sur la première crise. Les gens étaient plutôt inquiets. Donc on a quand même 48% des gens qui étaient entre très inquiets et plutôt inquiets. On a eu à gérer des crises de panique, je dirais, quasiment, sur des
des personnes à qui on a demandé de venir sur site. Donc, quand on est passé en chômage partiel, sur site, on n'avait plus que des volontaires. Donc, si les gens n'étaient pas volontaires ou ne se sentaient pas en sécurité, ils n'étaient pas obligés de venir sur site. J'ai oublié de dire, pour PCM, donc notre règle numéro 1, c'est la sécurité. Donc, c'est safety first. On a 4 objectifs et 4. Donc, on est ISO 45001, l'ancien OHAS 19001. Donc, typiquement, voilà, chez PCM, en Oman et à Dubaï, au Moyen-Orient, on est la seule opérateur de champ de pétrole qui a eu 0 accident en 3 ans. Donc, voilà, les autres grands ont fini par avoir des petits accidents, heureusement, quoi, mais nous, voilà, on a fait 3 ans sans faute. Donc, c'est vraiment la sécurité d'abord. Je peux passer au slide. Donc, après, on a demandé aux gens dans quel état d'esprit ils étaient. Donc, c'est ça qui est assez antinomique, vous allez voir. Donc, il y a 87% des gens qui étaient passionnés par le travail. Donc, et puis, quand ils se sont retrouvés tout seuls à la maison, quelque part, il ne leur restait plus que ça. Ils n'avaient plus les collègues, il n'y avait plus l'échange à la cantine le midi. Et donc, ils avaient un sentiment d'appartenance relativement fort à l'entreprise. Surtout que les managers ont été mis en demeure, entre guillemets, de prendre contact avec tous les gens au moins une fois par semaine, etc. Donc, on a eu une forte pression sur le management. Par contre, les employés se sont sentis bien impliqués dans l'entreprise et les mesures qui étaient prises. Ça ne les a pas empêchés d'être à 25% ou 26% anxieux et quand même de se sentir isolés. Et épuisés à la fin de journée, pour ceux qui étaient anxieux, voilà, c'est l'anxiété ou le stress, ça finit par épuiser. Et en contrepartie ou en contradiction, il y en a quand même 18% qui ont envisagé de quitter l'entreprise. Donc, je ne sais pas, c'est des choses que j'ai commencé, c'est une enquête qui date de juin cette année. Donc, je l'ai recoupée en discutant avec d'autres personnes lors de différents événements ADN Ouest. Et ça, on le retrouve partout, quoi. Donc, assez souvent dans les entreprises, ils ont vu que les collaborateurs avaient envie de bouger, finalement. Et là, ce qui paraît antinomique, ils se sentaient appartenir à PCM presque plus qu'avant parce qu'ils étaient contactés quasiment, au moins hebdomadairement, si ce n'était pas quotidiennement par leur management. Mais ça n'empêche qu'à la fin, ils disaient je vais peut-être changer de boulot, quoi, et de boîte. Donc après, en termes de management, voilà. Donc c'était en termes de management. Bon, après, il y a eu quand même un gros effort. Je ne vous cache pas, je sais pas. Pareil, j'ai recoupé. Donc les managers, il y a eu des boîtes où les RH ont un peu oublié les managers, mais en télétravail, un collaborateur, je dirais, il est parti en télétravail, il a fait 8 heures par jour. Et puis, il n'était pas plus mal comme ça. Et puis, il avait 0 minute de temps de trajet pour aller de son bureau à sa cuisine pour peu qu'il ait un petit espace pour travailler. Les managers, en général, assez vite, ils se retrouvaient à passer de 8 heures par jour à 15 heures par jour, quoi. Parce qu'on passait 8 heures par jour à faire notre travail et 8 heures par jour à contacter tous les collaborateurs pour vérifier qu'ils allaient bien, qu'ils étaient bien installés et qu'ils n'avaient pas de problème. En contrepartie, ce qui est satisfaisant, c'est qu'effectivement, les collaborateurs ont fait un retour en disant ils ont facilement pu contacter leurs responsables et ils se sont sentis soutenus par leur management. La communication interne a aussi été beaucoup appréciée. Donc, je dirais mi-janvier. Donc, la première newsletter sur le Covid chez PCM est sortie fin décembre, où on annonçait qu'il y avait quelque chose qui se passait en Chine et qui allait certainement, on a beaucoup de gens qui voyagent à travers le monde. On a des installateurs et des metteurs en route qui vont surtout qui partent essentiellement de France et qui vont installer des pompes à travers le monde. Et on a ce qu'on appelle des field engineers, donc des personnes qui interviennent sur les champs de pétrole pour aller faire la maintenance préventive ou curative de nos pompes. Du coup, assez vite, en décembre, on a commencé à mettre un holà sur les voyages. Et donc, on a dit, il y a quelque chose en Chine qui est en train de sortir. Ça ressemble au SRAS, ça ressemble, j'ai perdu l'autre, de la grippe H1N1, les choses comme ça. Donc, les crises précédentes, on avait l'habitude et on les a gérées pareil.
Donc, à partir de décembre, on a filtré tous les ordres de mission pour les valider un par un. En janvier, on avait début janvier, notre deuxième lettre de communication interne. Et à partir de là, on avait une lettre toutes les semaines qui disait où était, dans quelles conditions était chaque pays et qu'est-ce qui se passait dans chaque entité et pour chaque usine à travers le monde. Donc, on a fait des communications par email, on a fait des communications par papier. On a remis en main propre des mots et des documents pour les gens qui étaient sur site. Et donc, ça a permis de garder, voilà, on voit que la communication a été appréciée à 87% par l'ensemble des personnes du groupe. Mais aussi, ça a été un très, très gros effort, quoi. Donc, je veux dire, les gros contributeurs au démarrage, et comme le disait aussi Michael avant, nous, on n'a pas Citrix, on n'avait pas beaucoup de PC portables, etc. Mais comme on venait de renouveler une grosse partie de la flotte, on a remis en service nos PC en Windows 7, donc ce n'était pas très sécurisé. Mais bon, du coup, on a réussi à équiper tout le monde en quasiment une semaine. Mais voilà, ce qui fait de la gestion de la crise un succès, c'est vraiment la communication interne et le management. Donc après, on a demandé aux gens à peu près avec quoi les affirmations avec lesquelles ils pouvaient être d'accord ou pas d'accord. Vous voyez, on a demandé est-ce que mon manager s'intéresse aux résultats de mon travail. Donc pour beaucoup, tout au début de la crise, donc la direction chez nous est relativement contre le télétravail. Donc assez vite, dès le début, tout le monde on est passé en micromanagement. Donc, on s'était fixé des règles. La RH nous a expliqué comment faire du micromanagement. Donc, on fixait à nos collaborateurs. On n'est pas du tout dans la confiance. Donc, le collaborateur, on devait vérifier qu'est-ce qu'il devait faire dans la semaine. Et à la fin de la semaine, on devait vérifier qu'il avait fait. Et s'il ne l'avait pas fait, la semaine d'après, on devait vérifier avec lui ce qu'il devait faire le matin et vérifier qu'il l'avait fait le soir. Donc, pareil, pour les managers, ça a pris pas mal de temps. Mais du coup, les employés ont considéré que le manager s'occupait de leur travail. Il y en a même qui ont répondu, il n'y en a pas les commentaires divers, mais qu'ils voyaient plus leur manager en confinement que quand ils étaient au bureau. Donc, c'était quand même assez aussi contradictoire. Sur la deuxième chose, donc c'était est-ce que j'étais capable de contacter rapidement mon manager? Donc là aussi, la réponse a été oui. Nous, on avait déployé Teams avant le confinement. Donc, on était en train de le déployer, je dirais, tout doucement en octobre 2019, avec un objectif de finir en janvier ou février pour les utilisateurs les plus isolés, les plus loin. Et quand on a vu ce qui se passait en Chine, on a accéléré. Du coup, voilà, début janvier, tout le monde avait Teams, avec des haut-parleurs externes, avec des micros adaptés, etc. Pour que, du coup, le manager était contactable sur Teams assez facilement. Et puis, le manager restait connecté quasiment 12 heures par jour dans les premières semaines, je dirais. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc après, on a posé la question, j'ai trouvé agréable de travailler à distance. Alors là, on voit que pour nous, on trouvait que c'était un peu plus mitigé que ce qu'on s'attendait. Donc, on a quand même, pour une fois, on va voir, pour une fois, comme les Français, on voit toujours le côté rouge plutôt que le côté vert. On a quand même 25% des gens qui ne trouvaient pas que c'était rigolo, entre guillemets, de travailler à distance. Et ce n'est pas juste une histoire que ça a duré dans le temps. Donc, finalement, ils n'avaient plus les collègues, ils n'avaient plus la cantine, on n'avait plus d'interaction sociale. Et le moindre projet ou la moindre réunion prenait quand même beaucoup plus de temps. Donc, de la même façon, faut pas se dire que le télétravail et puis les confinements, c'était quelque chose de super positif tout le temps. Voilà, nous, on a quand même 25% des employés qui ont trouvé ça pas marrant. Sujet suivant. Donc voilà, donc pourquoi c'était pas marrant, c'est exactement ça, hein, c'est ce que je vous dis, ils se sont sentis isolés. Aujourd'hui, donc voilà, on avait quand même 72% des gens qui se sont sentis isolés.
Là, je pense qu'incessamment sous peu, on va faire la deuxième enquête avec des questions quasiment identiques suite au deuxième confinement. Et on pense qu'on aura toujours la même réponse, voire pire, quoi, puisqu'on a mis des conditions. On peut manger à la cantine, mais il y a des conditions de distanciation sociale est respectée. Donc, on mange quasiment un par table, tout seul avec son plateau. On va passer à la suite. Et du coup, ça déclenche de l'anxiété. Et l'anxiété n'est pas forcément liée au stress, mais elle est liée au manque de contacts sociaux, quoi. Donc, on a eu des cas plus ou moins graves. Bon, on n'a pas eu de personnes qui sont parties en burn-out ou des choses comme ça. Mais on a vu que les gens finissaient par se couper du reste du monde. Et typiquement, aujourd'hui, on est obligé de venir une fois par semaine sur site. Donc, on a dit à toutes les personnes, vous devez passer un jour sur site. Vous pouvez choisir, donc on a donné le choix aussi aux collaborateurs, mais c'est obligatoire pour recréer du lien à minimum, quoi. Et pour se rhabiller le matin et prendre sa voiture et faire le trajet vers le boulot. Voilà, après, justement, bon, ça c'est rigolo, hein. Enfin, même si c'est à travers le monde, on a vu qu'on a quand même 60% répondants qui sont en France. Mais après, les gens étaient contents. Donc, c'est assez pareil. Donc, voilà, majorité, 65% 70% des gens étaient contents. Mais on retrouve cette tranche de 25-30% de gens qui étaient plutôt... Enfin, quand ils n'étaient pas contents, ils étaient malheureux, quoi. C'était vraiment le mal-être. Donc, faut... de la même façon, hein, quand j'échange avec des autres membres d'ADN Ouest, je ne suis pas sûr que toutes les directions de ressources humaines ont pris en compte que voilà, c'est un collaborateur sur 3 qui n'est pas heureux, je dirais, en télétravail, quoi. On dit, bon, on a donné les outils, etc. Ils sont chez eux, tout va bien, ils sont contents. Et ce n'est pas forcément le cas. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, Pierre, et donc, je suis un peu le gardien du temps. Il reste, allez, si on se dit encore 2-3 minutes. J'ai vu que tu as des choses intéressantes encore à la fin du slide, c'est pour ça que je te dis ça. Ok. Bon, on va passer plus vite. Donc là, pareil, l'épuisement, c'est moitié-moitié entre les pas contents et puis les gens stressés parce qu'ils faisaient au début des jours ceux qui ne savent pas s'arrêter, ils faisaient des journées de 10-12 heures. Vas-y, on va passer. Voilà, donc on retrouve ceux qui étaient passionnés par leur travail. On l'a vu au début. Vas-y, on va passer vite. Donc, les exigences familiales ont interféré avec ma capacité de faire mon travail. Donc, souvent, les gens n'étaient pas du tout d'accord. Mais là, c'était les managers qui n'étaient pas d'accord. Le premier confinement avec les gamins à la maison, ceux qui avaient des gamins, ça a été quand même assez compliqué. Vas-y, on passe. Quand on demandait, j'ai pas envie de revenir sur site, ils disaient, ah bah non, moi j'ai envie de revenir sur site. Donc, on avait voilà, un petit 25% de gens qui n'avaient pas envie. Et les gens qui n'avaient pas envie, hein, quand on a été les revoir, je dirais, on a récupéré un par un, on a fait des interviews individuelles aussi au retour sur site. Ben, il s'avérait que c'était en majorité les gens qui avaient coupé le lien social, quoi. Suivant. Voilà, se mettre en télétravail, bon, en général, les gens sont adaptés assez facilement. Donc, vous voyez, on a 25% qui n'avaient pas envie de revenir. Mais on n'a même pas 13% qu'on dit que c'était compliqué de se mettre en télétravail. Donc, les gens s'adaptent assez facilement, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont heureux, quoi. Donc là, on a le sentiment d'insécurité pour l'avenir de son travail. Donc, les gens se sont mis, le stress, l'anxiété, ils se sont mis à cogiter, ils se sont dit, je crois que je ne suis pas sûr que ma boîte va survivre. On a commencé, il y a eu pas mal d'infos anxiogènes à l'extérieur sur d'autres sociétés. Et du coup, tout ça fait que les gens se sont dit, je reste pas. Et on a ce 18% de mobilité qui est ressorti dans le sondage global, quoi. Et pourtant, on a ce sentiment d'appartenance qui est relativement important et qui est resté important. Voilà. Et vous voyez, quand on dit, je pense à quitter PCM, on en a 18%. On retrouve aussi ces 18%. J'ai remis les mêmes slides qu'au début. On va passer. Après, j'ai l'intention de chercher un autre job. Voilà, on en retrouve ces 18%. Niveau suivant. Donc là, la communication, les gens étaient contents. Hein, donc, ils ont eu de la communication régulièrement. Hein, mais c'est un gros effort. Hein, c'est une newsletter de 2 pages toutes les semaines, quoi.
avec une situation pays par pays. Donc aussi, ça donne le sentiment qu'on n'est pas tout seul, quoi. Quand on voit que, et on voyait la vague se promener, entre guillemets, on voyait le confinement à Singapour, après le confinement qui arrive à Dubaï, le confinement en Italie, beaucoup plus drastique que ce qu'on a mis en place en France, les Allemands beaucoup plus laxistes et réactionnaires. Donc c'était assez intéressant. On va passer celui-là. Donc voilà, nos risques, nos conditions sanitaires, voilà, c'était le pourcentage qu'on avait avant, mais c'est ça là où je voulais arriver. Donc voilà, notre protocole sanitaire était vraiment très en avance et au début, il paraissait drastique. Et finalement, toutes les autres entreprises ont pris les mêmes que nous au fil du temps. La prise de température chez nous a commencé sur tous les sites de PCM, je dirais mi-janvier. Donc, tous les matins, on passait par un sas, on avait une prise de température. Si on avait moins de 37,2, on pouvait aller au travail. Si on avait plus de 37,2, on rentrait chez soi. Les fournisseurs étaient persona non grata sur tous les sites, je dirais fin janvier. Et voilà, donc du coup, ça a quand même rassuré le personnel. Et vous voyez, une remarque, le protocole sanitaire plus que convaincant, mieux que les hôpitaux. Donc moi, j'avais pas de chance, entre guillemets. Moi, donc les personnes à risque, contact, etc., où on avait des doutes, ils ne venaient pas au bureau. Donc moi, dans l'équipe informatique, on croit que tout le monde est marié à une assistante sociale, une infirmière qui travaille en hôpital ou en EHPAD. Donc j'avais quasiment toute mon équipe informatique à cause de ça en télétravail. Voilà, donc après, il y a trois chiffres, hein, je dirais, c'est presque sur cela qu'on va pouvoir finir et tout commenter là-dessus. Donc, on a fait les détracteurs par rapport moins les promoteurs, moins les détracteurs. Donc, sur le travail, vous voyez, on a l'écart type, entre guillemets, n'est pas super important. Donc, entre les gens qui disent, j'ai bien aimé le télétravail et j'en veux plus. Donc, on est quand même positif. On a 16% de plus de gens qui voulaient être en télétravail que de gens qui ne voulaient plus y être. L'activité sur site, donc le retour sur site, là par contre, on est négatif. Donc c'était plutôt les gens qui disaient moi je préfère être sur site. Donc les promoteurs qui disent qu'ils veulent être sur site, il y a plus de détracteurs à être sur site que de promoteurs. Donc les gens préféraient revenir sur site pour collaborer. En particulier, on a des bureaux d'études, quand ils ne sont pas à côté de l'usine, c'est compliqué pour vérifier que les produits sont conformes et qu'on les adapte aux besoins du client. Après, sur la partie chômage partiel, c'est pas le sujet du jour. Si on peut passer au slide suivant, donc pas celui-là, encore celui d'après, voilà. Donc le télétravail, comme on disait, donc il a été apprécié par 76% des gens, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient heureux. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Et en général, les gens étaient assez neutres. Donc quand on a demandé aux gens qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, donc je sais qu'il y a des entreprises qui ont pris des mesures dans ce sens-là, nous on ne l'a pas fait, mais c'est les conditions de travail à domicile. Donc, on a eu des gens qu'on a fait revenir, qu'on a autorisé entre guillemets à revenir au bureau parce que chez eux, ils n'avaient pas une bonne chaise, pas un bon bureau, pas installé correctement. Et puis les points qui étaient contre le travail à distance, c'est vraiment les choses donc ou des difficultés techniques, on en a eu quelques-unes, mais surtout les activités commerciales qui devenaient compliquées. On ne pouvait pas aller voir les clients, on pouvait pas la charge de travail, les gens ne savaient pas s'arrêter, et effectivement le manque de liens sociaux, quoi. Et après, je crois qu'on peut. On va presque passer aux questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Pardon? On est prêt à passer aux questions-réponses? Oui, on peut passer aux questions-réponses s'il y a des questions-réponses. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je me souviens que tu m'avais dit, bon, allez, en 10 minutes, c'est fait, hein, mais tu vois que tu es passionné aussi quand tu présentes le résultat. Une question, l'enquête PCM a-t-elle intégré une notion de classe d'âge dans la réponse? Ou est-ce que c'était toute génération confondue, adressée à tous les collaborateurs? Alors non, on n'a pas mis de notion de classe d'âge parce que je pense pas, on n'a pas une pyramide des âges atypique. Et
je dirais à 90%, tout le monde est jeune chez PCM. Donc, il n'y a pas de… Voilà, les gens qui sont contre… C'est vraiment il y a plein de choses qui pourraient être considérées comme négatives chez PCM, mais j'ai vraiment personne qui est contre la gestion, contre le changement, quoi. Okay. Donc, on peut avoir des gens, là, typiquement, on a changé notre ERP en novembre avec un go live sur l'entreprise Manuf, donc 90 ouvriers, 90 ouvriers sur la plus grosse Manuf du monde, donc à Chantocé, 270 personnes, 90 utilisateurs. Des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de boîte, on leur change le système d'information. Il n'y a personne qui a dit c'était mieux avant. Et on est un mois après le go live. Donc, dans leur tête, tous les gens sont jeunes chez PCM. Oh, super. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions-réponses. Merci beaucoup encore, Jean-Pierre. Merci, Mickaël, et merci, Richard. Pauline, je te redonne le micro. Je pense que tu as une petite enquête à nous faire. Oui, alors merci à tous. Merci beaucoup. Je vais vous donner le lien Klaxoon, le fameux lien Klaxoon pour nous donner votre avis, votre retour sur ce webinaire. Pour rappel, comme d'habitude, le replay de l'événement sera disponible donc sur le site d'ADN West. Je vous remontre également, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, les événements à venir. Il nous en reste 3, je me trompe, 3 d'ici les fêtes, et déjà 3 ou 4 de calés sur janvier. Donc, vous avez tous les éléments comme d'habitude sur le site pour vous inscrire. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte. Et puis, si vous souhaitez rentrer en contact avec les intervenants de ce soir, n'hésitez pas à les contacter directement, à revenir vers moi, je vous donnerai leur contact. Un grand merci à Sébastien pour l'animation. Un merci à tous les 4 pour votre temps et pour la préparation et vos interventions. Et puis, je vous propose qu'on en reste là. Et puis, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Merci, bonne soirée. Et bonne soirée à tous et bonne fête. Profitez-en. Merci à tous.